Alors nous allons faire des calculs sur un embrayage frein électromagnétique. Alors c'est un appareil que l'on dispose dans une machine entre le motoréducteur et la partie réceptrice à entraîner. Alors ici, donc on a un motoréducteur qui entraîne une poulie à l'aide d'une courroie de ce côté. Dans ce système, on a donc une bobine qui, lorsqu'elle est alimentée, permet d'embrayer, c'est-à-dire de déplacer la pièce 21 ici vers la gauche. Alors j'ai représenté en pointillé la partie embrayage, parce qu'en fait on va faire des calculs uniquement sur la partie freinage. Mais donc, quand la pièce 21 est attirée vers la gauche, donc la poulie est solidaire de 21, qui, grâce à la liaison glissière qu'on a ici, permet donc d'entraîner en rotation l'arbre 12 lié à la partie réceptrice. Et alors, quand on veut freiner, ce qui nous intéresse donc pour nos calculs, eh bien, il suffit de couper l'alimentation de la bobine. D'ailleurs, on appelle ça un frein à manque de courant. D'accord ? Donc, on coupe l'alimentation de la bobine et c'est le ressort 17 qui pousse la pièce 21 vers la droite, qui vient en contact ici en appui plan avec une couronne située sur le bâti 1, d'accord, qui est fixe. Donc en fait, ici à ce niveau, au niveau de l'appui plan, on a des garnitures de freinage qui sont réalisées dans un matériau avec un fort coefficient de frottement, qui fait que au début donc, du freinage, il y a patinage, et très vite donc il y a adhérence. Et donc 21 est immobile par rapport à 1, ainsi que 12 qui est freiné. Voilà. Donc les calculs que nous allons faire, dans un premier temps, on va s'intéresser à l'action mécanique transmissible par cette liaison appui-plan, au niveau de la couronne. Là. Ensuite, on va s'intéresser à l'action du ressort. Et puis, dernière question, on va déterminer le couple de freinage à partir donc des deux précédents calculs. Voilà donc ce que nous allons faire. Alors on va commencer directement par donc déterminer l'action mécanique de 21 sur 1. Alors on se situe ici, donc c'est une charge répartie hein, sur toute une couronne, avec frottement, évidemment. Voilà. Donc eh bien, on va commencer par une étude locale. On va déterminer donc la force élémentaire appliquée donc en un point courant M de la surface, ici, situé au centre d'une surface élémentaire. Alors, cette force élémentaire, on va appeler dF. Alors, on va s'intéresser à l'action de 21 sur 1, donc c'est dF de 21 sur 1. La force, je vais noter, force élémentaire. Égal. Bon alors, on va faire une petite figure pour expliquer tout ça. Donc là, je place l'axe OZ comme ceci, là. Ensuite, je vais dessiner la surface élémentaire, là, vous voyez, ici. Donc là, on a DS, au centre de laquelle se trouve le point M. Alors, pour les coordonnées, le type de coordonnées que nous allons utiliser, évidemment, hein, comme on a une couronne, on va utiliser des coordonnées polaires, avec un rayon ρ et un angle θ. Donc pour définir ds, vous voyez, je vais passer, alors ici on a l'angle élémentaire dθ, et puis donc ici on va avoir des ρ dans ce sens, là il y a ρ, et là des ρ. Donc ds égale, donc c'est le produit de ce côté par celui-ci. Celui-ci c'est ρ dθ et celui-ci d ρ, donc ça fait ρ d ρ dθ. Voilà pour la surface élémentaire. Alors maintenant on va situer sur ce croquis la force élémentaire. Alors si on détermine la force élémentaire
à partir donc du plan tangent là, commun aux deux solides, hein, qui est le plan OXY. Donc on va voir donc, une composante normale à ce plan, plus donc comme il y a frottement, une composante également qui va être située dans le plan, qu'on appelle composante tangentielle. Alors on va commencer par la composante normale. Donc la composante normale, elle va être portée par Z, hein, d'accord? Et alors, on s'intéresse à l'action de 21 sur 1. Donc la composante normale est dirigée vers la matière du solide 1, donc ici vers la droite, hein, donc selon Z négatif, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est la composante normale de la force élémentaire de 21 sur 1. Alors ensuite, pour positionner la composante tangentielle. Alors, là, on veut à la fin connaître le couple de freinage maximal. Donc, on se situera à l'équilibre strict, à la limite du patinage. Donc, ça sera le cas de l'adhérence. Rappelez-vous des lois de Coulomb, il y avait deux cas, glissement, adhérence. Bon, mais pour situer, donc, pour trouver sa direction à cette composante, bon, le mieux, c'est de passer par le cas du glissement, et puis après, on reviendra en arrière, hein, elle aura la même direction dans le cas de l'adhérence, cette composante. Donc, en fait, regardons vite fait le glissement. Donc, on imagine qu'il y a glissement donc, entre 1 et 21. Et si on s'intéresse donc au point M, eh bien la vitesse de glissement, elle va être, comme c'est une rotation autour de l'axe OZ, elle va être orthogonale, hein, au rayon OM. Donc ici, collinéaire au vecteur T, hein, d'accord, oui, puisqu'on a rajouté une base intermédiaire UTZ, hein, qui va suivre la position du point M. Voilà, donc la vitesse de glissement, et alors peu importe le sens, hein, de cette vitesse, puisque nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la valeur absolue du couple de freinage. Hein. Donc peu importe qu'on tourne dans un sens ou dans l'autre. Et les lois de Coulomb nous disent que la composante tangentielle, hein, d'accord, est directement opposée à la vitesse de glissement. Alors rappelez-vous, on inverse les indices, mais ici, peu importe. Hein. Donc ici, oui, il faudrait dire que la composante tangentielle de l'action de 21 sur 1 est opposée à la vitesse de glissement du point M de 1 par rapport à 21. Mais peu importe. Hein. Donc, vous avez compris. Donc, ici, je vais positionner le vecteur T, comme ceci. Voilà. Et la vitesse de glissement, par exemple, je la pose, je la positionne comme ceci, selon T positif. Hein. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais je répète, ce qui m'intéresse, c'est la valeur absolue, hein, du couple de freinage. Donc voici donc positionner ici maintenant la composante tangentielle, hein, d'accord, de la force élémentaire de 21 sur 1. Et maintenant, pour avoir donc la force élémentaire, mais je fais la somme des deux composantes. Hein, donc je trace un parallélogramme ici, parallélogramme. Voilà, et là donc on a df de 21 sur 1, qui est incliné d'un angle phi par rapport, attention, à la normale au plan, hein, d'accord? Donc par rapport à la composante normale. Voilà. Alors, phi, oui, pourquoi phi? Parce que dans l'énoncé, donc on vous donne, veuillez considérer donc le facteur de frottement petit f, et on sait que petit f c'est égal à la tangente, hein, de l'angle phi. Alors, oui, également, je rappelle que donc là on se situera dans le cas de l'adhérence, à la limite donc du glissement, hein, à l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre strict. On sera donc dans le cas de l'adhérence. Hein. Et pour les lois quand j'ai énoncé les lois de Coulomb dans le cours, j'avais pris donc le facteur d'adhérence, rappelez-vous, hein, petit f de 0. Mais j'avais aussi dit que très souvent, pour les calculs, on dit que f0 égale petit f. Voilà, ils sont assez proches, et très souvent, on vous donnera que le facteur de frottement. Donc, quand on se met à l'équilibre strict, on considère donc petit f égale tangente phi.
D'accord? Donc ici, ça va donner dn. Donc la force élémentaire, hein, d'accord, c'est la somme donc, de la composante normale, donc de 21 sur 1, plus dt, la composante tangentielle, donc de 21 sur 1. Maintenant, on va exprimer chacune de ces composantes avec dn égale. Alors, dans l'énoncé, vous allez trouver, considérons la densité surfacique normale de force Pn, qui est constante, voilà, égale constante. Donc ça, c'est la norme hein, du vecteur densité surfacique normale de force. D'accord? Donc, à partir de Pn, on forme ce vecteur, la P de M, rappelez-vous. Hein. Donc ça, c'est la norme, et donc, on dit bien normale, c'est-à-dire qu'en fait, ce vecteur, il permet de définir ici la composante normale. Hein. Il est donc normal au plan. Hein. Donc en fait, il permet de définir dn. Donc dn, ça va être le vecteur P de M, vecteur densité surfacique normale de force, fois ds. Et Pm, donc, il a le même sens, la même direction et le même sens donc, que dn. Donc, ça va être moins Pn z. Hein, voilà. D'accord? Donc, pour la composante normale, donc, ça va être moins Pn ds z. ds qu'on a défini ici, hein, la surface élémentaire. Voilà. Et maintenant, dt. Voilà. Alors maintenant, pour connaître la composante tangentielle, eh bien, donc, on va se servir des lois de Coulomb, hein, et on va se situer, comme je dis, à l'équilibre strict. Hein. Donc tout à l'heure, la vitesse de glissement nous a permis, vous avez compris, de déterminer la direction, hein, et maintenant, donc, on se positionne à l'équilibre strict. Et à l'équilibre strict, alors c'est, comme je vous disais, le cas de l'adhérence. Alors l'adhérence, hein, ça se traduit, hein, le cas de l'adhérence dans les lois de Coulomb, ça se traduit par une équation qui nous dit que donc la norme de t est inférieure ou égale à f, indice 0, hein, d'accord, fois la norme de n. Alors ici, nous, comme on est à l'équilibre strict, hein, d'accord, donc la force, elle est, enfin la force élémentaire, donc elle va être située donc, sur une génératrice du cône d'adhérence, et donc là on a l'égalité, d'accord, on a donc dt qui est égal donc à f, hein, puisque f égale f0, vous avez compris, donc Pn, ds, et ensuite c'est un vecteur, alors ça c'est la norme, d'accord, de ce vecteur, et ensuite donc porté par t. Voilà, ça c'est donc l'étude dite locale. Maintenant on va passer à l'étude globale, calcul de la résultante et du moment du torsedor. Alors, étude globale, je vais dire le temps, c'est bon, j'ai 13 minutes, il me plus beaucoup de temps. Alors, étude globale. Donc, résultante. Je vais essayer d'aller vite. Donc, c'est la résultante de 21 sur 1 que l'on obtient en intégrant donc, sur toute la surface df. Donc, c'est une intégrale double, hein, puisqu'on intègre sur une surface. Alors, de df, alors df, c'est la somme de ces deux composantes. Donc, je sors la constante Pn. Voilà, intégrale double. Donc, ici, je vais avoir f t moins z ds, et ds c'est rho d rho dθ. Alors pour balayer toute la surface, hein, rho donc va de petit r à grand R et θ de 0 à 2π. Petit r à grand R, 0 à 2π. Alors maintenant pour pouvoir intégrer, hein, il faut exprimer t, vous savez, qui suit donc le point courant M là, qui suit sa position. Il faut donc le projeter dans la base fixe, hein, X, Y, Z, pour pouvoir intégrer.
Donc avec ici t, qui est égal donc à cos θ y moins sinus θ x. Voilà. Donc on injecte ça dans l'intégrale et puis ensuite on intègre. Alors on va le faire de tête parce que c'est très rapide. Regardez. Donc cos θ quand on intègre ça fait sinus θ de 0 à 2π, 0. Et puis moins sinus θ quand on intègre ça fait cos θ et de 0 à 2π ça fait 1 moins 1, 0 aussi. Donc en fait là, entre parenthèses, il n'y a que le moins z qui va qu'on va pour intégrer, donc ça va nous donner moins θz de 0 à 2π, donc ça fait moins 2π z. Et puis ensuite fois ρ carré sur 2 de petit r à grand R, et donc ça donne, donc d'où, on fait de tête, donc la résultante de 21 sur 1 égale, donc moins, alors ça simplifie par 2, hein, pi Pn r carré moins petit r carré z. Voilà pour la résultante. Maintenant passons au moment. Alors le moment, on le calcule au point haut, de 21 sur 1 égale. Donc alors, le moment c'est l'intégrale sur toute la surface de df vectoriel MO. Et MO, hein, alors on part du point courant toujours, attention, hein, donc c'est moins ρ U. Donc le moins je passe devant. Voilà. R à grand R, 0 à 2π, F, T, moins Z. Alors le ρ, je l'associe à celui-là, donc ça fait ρ carré, d ρ, dθ, vectoriel U. Ensuite on fait le produit vectoriel, donc T par U, d'accord, ça fait moins Z, et Z par U, ça fait T. Donc il y a deux signes moins.